excruciating pain. And on top of the physical pain was the mental pain of being stuck there. Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver après cette absence. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais me répéter. Aujourd'hui, c'est encore une histoire de dingue et aussi très émouvante. La vidéo est en format podcast, ne pouvant pas faire plus pour l'instant, mais il y a quand même des extraits d'interviews et des images réelles. Pour ceux qui ne veulent pas écouter l'intro, parce que je vais faire un point rapide concernant ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois, vous avez le timer dans la barre de description et vous pouvez aller direct au début de l'histoire. Pour les autres, alors, ça fait un peu plus d'un mois que je n'ai pas posté sur la chaîne. La dernière fois que je vous ai parlé de mes soucis de santé, c'était il y a environ 7-8 mois. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses et pas forcément dans le bon sens. Je vais pas rentrer dans les détails, j'en parle sur mes autres réseaux, mais c'est pour vous dire que ces derniers mois, la santé, ça a été plutôt compliqué. Impossible pour moi d'assurer sur la chaîne. Je ne pouvais quasi pas marcher ni me tenir debout plus de 5-10 minutes en gros. Ceux qui me suivent depuis un moment maintenant le savent, donc au niveau des douleurs, c'est pire. J'ai développé aussi d'autres symptômes, j'ai dû arrêter la rééducation chez le kiné, donc voilà, ça a été une période quand même plutôt compliquée. Là, ça commence à aller mieux depuis quelques jours, mais bon, je pense que maintenant vous êtes habitués, entre guillemets. Alors, ça va mieux, certainement parce que j'ai encore plus cadré, renforcé ma routine quotidienne. D'un côté, je vais pas vous mentir, ça me fait chier, parce que j'aimerais bien profiter comme avant, faire ce que je veux quand je veux, et d'un autre côté, je vois bien que plus j'enrichis ma routine, ma façon de vivre, enfin plus je modifie tout ça, plus j'apporte des réglages, et plus au niveau intérieur, je vais mieux. Donc d'un côté, c'est contraignant, oui, mais de l'autre, non en fait. Je sais que c'est assez contradictoire, car jusqu'ici, mon état de santé ne fait que de se dégrader depuis 4 ans, mais j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne, et que je vais commencer enfin à remonter la pente progressivement. C'est tout récent, donc ça reste fragile pour l'instant. Je ne sais pas ce que ça va donner, je reste prudente et je ne m'avance pas plus. Je prends plus le temps, même si ça me frustre un peu, parce que j'aimerais pouvoir vous partager plus. Mais je dois donner la priorité à ma santé. Je ne vous raconte pas ça pour me faire plaindre, vous le savez, c'est pour vous expliquer un minimum et aussi pour vous montrer que je suis dans le même état d'esprit que certaines histoires que je peux vous partager. Je ne lâche rien, même s'il y a des journées clairement merdiques, où je pleure, où j'en ai marre, etc., comme tout le monde, mais je n'ai pas du tout l'intention de lâcher l'affaire, donc voilà. Pour l'instant, pas de montage comme avant, ça m'est impossible. D'ailleurs, si vous me voyez remuer un peu trop sur la chaise, vous avez l'habitude maintenant. J'espère que l'histoire vous plaira même sous ce format, donc je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti. Daniel Balangui est né le 21 juillet 1971 à Arbor City, dans un quartier de Los Angeles en Californie. Daniel est une femme sportive depuis toujours, avec son actif un très très gros palmarès sportif. D'ailleurs, c'est de loin la sportive la plus titrée sur qui je fais une histoire, hommes et femmes confondus. Je vous la présente en quelques lignes rapidement, pour bien comprendre comment cette femme a pu autant endurer et s'en sortir. Là encore, c'est extrême, vous allez voir, et ensuite on rentre dans le vif du sujet. Plus jeune, Daniel va s'essayer à plusieurs sports comme le football, la course à pied, le volleyball également, mais son entraîneur qui trouvait qu'elle était trop petite finit par la renvoyer de l'équipe. La jeune femme va ensuite entreprendre des études en kinésiologie et en biologie, mais tellement passionnée de sport, elle devient coach dans un centre de fitness et très vite elle commence les compétitions de skyrunning. Alors je suis allée regarder ce que c'était, donc le skyrunning c'est une course à pied extrême dans les montagnes à plus de 2000 mètres d'altitude. Daniel va enchaîner les victoires donc pendant plusieurs années, mais surtout dans différentes disciplines. Alors je suis obligée de vous les résumer vite fait parce que c'est impressionnant. Donc en 1994, Daniel est championne d'Amérique du Nord de course à raquettes de neige et de 97 à 2001, elle participe à plus d'une centaine de courses et elle les remporte toutes, même des compétitions internationales. Elle va aussi réussir à terminer 7 Ironman. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course de 226 km au total qui mêle natation, vélo, course à pied et tout ça, ça s'enchaîne sans pause. C'est une sorte de triathlon pour l'extrême, c'est un peu pour les fous. Les fous entre guillemets, passionnés de sport, dépassement de soi, etc. Vous savez à quel point moi j'admire tout ça. Daniel finit aussi 6e au championnat du monde de duathlon, longue distance et première américaine. Elle va aussi remporter 4 victoires d'affilée au marathon de Pikes
Peak. Alors c'est un marathon dans les montagnes. En 2000, elle est médaille de bronze des Sky Games. Alors c'est une compétition qui regroupe plusieurs disciplines de course à pied extrême dans les montagnes là aussi. Et toujours en 2000, elle gravit les 55 sommets de plus de 4270 mètres d'altitude en un temps record de 14 jours. Plus tard, elle va découvrir une autre passion qui vont être les raids nature. Alors là aussi, c'est des courses en pleine nature, hein, bon comme son nom l'indique, mais ça mêle plusieurs sports comme le vélo, la course à pied, etc. Et dans cette discipline, elle est sacrée 2 fois championne du monde et 10 fois championne d'Amérique du Nord. Et pour finir, Danielle a été élue 6 années comme meilleure athlète américaine. Voilà, je n'ai pas tout énoncé, mais je pense que ça suffit largement et que vous l'avez compris, c'est une sportive de très très haut niveau et comme dans les précédentes vidéos que j'ai déjà faites, elle explique qu'elle aime elle aussi pousser jusqu'à atteindre ses limites physiques au niveau de la douleur notamment, mais elle ne cherche pas à les dépasser. Nous sommes le 13 décembre 2006. C'est bientôt l'hiver, Danielle s'entraîne régulièrement toute l'année, la saison des courses en raquettes de neige et les triathlons d'hiver vont commencer. Donc pour elle, pas de pause, elle part comme très souvent faire son jogging, sauf que Danielle ne fait pas son jogging dans la rue ou dans la forêt, hein, comme tout le monde. Non, elle part à quelques heures de chez elle dans un canyon. Ça se trouve au nord de Moham, ça s'appelle l'Amazabak Trail. C'est un parcours qu'elle connaît, qu'elle aime bien, mais qu'elle n'a pas fait depuis plusieurs mois. C'est un paysage très beau, hein, mais où il n'y a pas foule, car c'est aussi un environnement très dangereux. En novembre 2006, d'ailleurs, 2 personnes y ont perdu la vue, et quand les secours sont appelés, c'est souvent pour porter secours aux randonneurs dans cette région. Mais vous avez vu que Danielle n'est pas n'importe qui, hein, c'est loin d'être une amateur, et elle connaît le lieu. Donc, elle part ce jour-là avec son chien Taz. Taz est un chien âgé de 3 ans, qu'elle a adopté dans un refuge. Elle a tout de suite eu un gros coup de cœur pour lui. Elle parle même d'une connexion très forte. Ce sont des choses qui ne s'expliquent pas. Elle savait que c'était lui. Donc Danielle part avec son pick-up. Dessus, il y a son kayak car elle veut en plus en faire après plus tard dans la journée. En chemin, elle n'a croisé personne sur la route. Elle arrive, elle se gare dans un sentier mais quand même bien enfoncé dans le canyon. Ça n'est pas du tout le long de la route passante. Le temps est au rendez-vous, le ciel est bien dégagé, ensoleillé, mais il ne fait pas trop chaud non plus hein, car on est au mois de décembre et les températures sont aux alentours de 30 degrés. Elle est en bonne condition physique, elle part donc avec Taz et commence à courir. Avec elle, Danielle a juste une petite bouteille d'eau et un petit sac bandoulière. Vous savez là les bananes qu'on met autour de la taille, elle l'a prise juste avant de partir au dernier moment et détail à retenir. Pour la suite, elle ne sait absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Elle explique qu'elle l'a prise essentiellement pour tenir la bouteille. Ce jour-là, Danielle est vêtue simplement d'une sorte de legging, enfin un legging de sport, un haut de course et par-dessus une fine polaire. Elle a aussi un chapeau, des gants en polaire également. Elle a prévu de courir pendant 2 heures environ, c'est habituel pour elle. Donc les 2 acolytes, comme d'habitude, courent ensemble dans le canyon. Taz est devant. C'est un milieu quasi désertique, beaucoup de roches, beaucoup de falaises. Quand tout à coup, Danielle glisse au bord d'une falaise et se met à dévaler une pente. Impossible de s'arrêter, le sol est complètement friable et au bout de la pente, elle tombe dans le vide et elle fait une chute de 18 mètres de haut avant de s'écraser sur le sol. I had done to myself, but I knew I had hurt myself pretty bad. Danielle est retombée sur ses 2 jambes, mais avec une hauteur de 18 mètres, ça ne pardonne pas. Même si elle a quand même eu beaucoup de chance puisqu'elle est vivante, elle ne sait pas tout de suite exactement l'ampleur de ses blessures, mais elle comprend par contre qu'elle est gravement touchée. Et en effet, puisque lors de sa chute, elle s'est fracturé 3 vertèbres, son sacrum est fendu au milieu et son bassin est complètement brisé. Et là, pardonnez-moi pour les détails, mais ils sont importants pour bien comprendre ce qu'elle va endurer. Son bassin s'est brisé à un point tel que son squelette est scindé en 2. C'est-à-dire que ses 2 jambes ne sont plus du tout reliées au bassin. La seule chose qui retient ses 2 jambes, ce sont les muscles. Son corps, à l'intérieur, son squelette est coupé en 2. Avec ses mains, elle touche ses jambes, par chance elle les sent, donc ça veut dire qu'elle n'est pas paralysée. Par contre, elle raconte qu'elle n'a pas cherché à comprendre plus que ça ses blessures, elle n'a pas voulu focaliser dessus, plutôt pour se concentrer sur sa survie. Pour elle, la priorité, c'est absolument sortir de ce canyon, c'est tout de suite ce qui lui vient en tête. Elle essaye alors de se lever, mais vu que ses jambes ne sont plus reliées au bassin, impossible pour elle ni de se tenir debout, ni de marcher. Danielle se retrouve donc seule, bloquée en plein milieu du canyon.
Danielle se met alors à ramper. Oui, vous entendez bien, elle a le bassin brisé, et même plus que ça, et elle a réussi à ramper au sol à l'aide de ses coudes. Alors donc, et la douleur? Eh bien apparemment, elle est tellement en état de choc, avec la poussée d'adrénaline, la douleur passe en arrière-plan, et elle ne la ressent pas plus que ça, donc elle rampe, et au bout d'un moment, elle aperçoit Taz qui arrive et qui revient vers elle. Il a réussi à la retrouver, parce que lui, Taz, il était resté 18 mètres plus haut, donc déjà rien que ça, c'est quand même assez fou. Du coup pour elle c'est du réconfort, parce qu'elle se sent moins seule, et puis surtout elle comprend direct que si Taz a réussi à venir jusqu'à elle, c'est qu'il y a un moyen pour sortir de là, pour remonter. Elle raconte, et c'est assez dingue, le comportement de Taz, puisqu'il effectue en fait des allers-retours. Il part devant, il revient, un peu comme s'il cherchait le chemin, comme s'il ouvrait la voie. Elle décide de le suivre et de ramper dans sa direction. De toute façon, elle n'a pas d'autre option. Et puis les températures sont en train de baisser, et l'hiver dans le canyon, la nuit, il va faire très très froid. Par contre, elle avance centimètre par centimètre, très lentement, mais elle veut atteindre son pick-up comme ça. Du moins, c'est ce qu'elle pense, parce que plus le temps passe et plus l'adrénaline redescend, et donc la douleur commence à apparaître. Excruciating pain, and on top of the physical pain was the mental pain of being stuck there. Donc elle commence à s'épuiser. Par chance, elle a sa banane avec elle autour d'elle. Elle regarde ce qu'il y a dans les poches, dans les zips. Et là se trouve un petit sachet de sucre. Alors tout petit, sous forme de gel. Ça ressemble un peu, vous savez, aux compotes là emportées. Sauf que là, c'est du sucre. C'est ce que les coureurs ont l'habitude d'emporter avec eux pendant leurs courses. Elle en prend un peu, elle rationne. Ça lui donne un petit peu d'énergie. Elle trouve aussi dans la banane un bonnet de douche. Alors ça m'a surprise. Je la cite, ça sera plus simple pour que vous compreniez. Nous les utilisons tout le temps dans les courses d'aventure, vous le mettez sur votre chapeau pour garder la chaleur à l'intérieur. Donc clairement elle a eu un peu de chance, le bonnet est là de cette dernière course en fait. Tout le long qu'elle rampe, parce que ça dure des heures, Taz est avec elle, donc et il continue, il part devant en avance, mais il revient toujours vers elle. Des fois il s'arrête, il la regarde, il reste un peu, il repart en avant, il revient, etc., etc. Danielle va ramper comme ça pendant 5 heures. C'est vraiment fou, donc les heures passent, la nuit arrive, elle n'a pas d'autre choix que de s'arrêter. Autant vous dire que la nuit va être très très longue, entre le froid glacial, les coyotes ou les autres animaux sauvages qu'elle va entendre toute la nuit. Taz ne l'a pas quitté, il est resté à côté d'elle, même si, comme elle l'explique, avec son bassin fracturé, quand il se couche trop près d'elle, ça la bouge un peu et ça relance les douleurs. Cette nuit, elle a vraiment cru qu'elle allait mourir, blessée et seule comme ça au milieu de nulle part. À ça se rajoute le risque d'hypothermie qui est très grand, et encore plus si elle s'endort, elle le sait. Alors elle se frotte les bras pour relancer la circulation sanguine, mais pas que. Écoutez bien le truc de fou qu'elle va faire. Elle va commencer à faire des abdos pour se réchauffer. Pour ceux qui connaissent, c'est des crunchs qu'elle va faire. De toute façon, avec ses blessures, elle pouvait rien faire d'autre. Mais même avec ses blessures, je sais pas comment c'est possible d'avoir fait ça. Alors bien sûr, elle peut relever que la tête et un peu les épaules, puisque tout le bas de son corps est comme disloqué du haut. Elle va faire ça toute la nuit. Alors bien sûr un rythme très très lent, mais quand même c'est fou, elle va faire des abdos pendant 6 heures non-stop pour activer la circulation sanguine et pour se maintenir éveillée. Le jour se lève, Danielle est toujours en vie. Elle ne prend pas le temps de se reposer parce que du temps, elle n'en a pas, alors elle repart en rampant. À cet instant, elle est environ à 3 km de son pick-up. Son objectif, clairement, c'est l'atteindre. Elle prend une autre dose de son sucre restant avant de repartir, mais là, d'un coup, venue de nulle part, toute l'adrénaline disparaît instantanément et une douleur atroce l'envahit. Elle hurle de douleur, vraiment. Tout son corps n'est que douleur et une douleur insoutenable. Rather had 20 people around me hitting me with the hammer. That would have been better than what I was going through. Malgré ça, Danielle continue à ramper. Elle se dit que peut-être quelqu'un a vu son pick-up abandonné et qu'on a lancé l'alerte, ce qui voudrait dire un gros coup de chance quand même que quelqu'un passe par là, car son pick-up n'est pas garé le long de la route, il est un peu enfoncé dans le canyon, donc les probabilités pour qu'il y ait du passage à cet endroit sont très faibles. Et puis autre chose, elle vit seule, elle est célibataire et elle n'a prévenu ni ses amis ni sa famille de sa sortie.
Forcément, ça me fait penser à la vidéo sur Harold Ranston, lui aussi bloqué dans un canyon, seul et qui a dû s'amputer le bras pour survivre. Je vous mets le lien en haut là ou en barre de description pour ceux qui sont intéressés. En tout cas maintenant, ça fait 24 heures en tout que Daniel est tombé, sa petite bouteille d'eau est vide, donc le risque de déshydratation s'ajoute aux autres dangers. Elle a rampé pendant plus de 5 heures, elle a avancé de 400 mètres. Elle finit quand même par arriver à côté d'un nid de poule. À cet instant, il est 17 heures. Et vu son état, c'est très difficile pour elle de remplir la bouteille ou de boire à même la flaque. Donc elle est allongée sur le dos et elle plonge ses doigts dans la flaque et verse les quelques gouttes qu'elle récupère avec ses doigts dans sa bouteille. Alors autant vous dire que ça prend du temps, de l'énergie juste pour quelques gorgées et en plus l'eau est trouble car boueuse. Ah, et autre chose aussi, elle ne boit pas trop non plus parce que, et c'est là qu'on voit qu'elle est quand même formée entre guillemets pour vivre dans des milieux extrêmes, puisqu'elle percute direct que si elle boit trop, elle va avoir envie de vider sa vessie et dans son état impossible de se déshabiller, donc ça mouillerait ses vêtements et donc un risque en plus qu'elle ne peut pas prendre puisque vu les températures glaciales de la nuit, ça provoquerait une hypothermie et qui lui serait certainement fatale. Daniel est maintenant à un stade où il lui est quasiment impossible de continuer de ramper et elle sent en plus dans son corps, au niveau de son bassin, que ça s'aggrave. Alors avec ses mains, elle touche au niveau de son ventre et elle décrit que c'est comme si qu'elle avait un ballon qu'elle peut bouger avec ses mains comme une sorte de liquide à l'intérieur, une masse. Elle ne sait pas trop, elle pense que c'est une inflammation due à la chute, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est bien plus grave que ça puisqu'en fait c'est une hémorragie interne. En fait, elle saigne depuis sa chute, donc depuis plus de 24 heures. La deuxième nuit, elle va la passer avec toujours des températures aussi glaciales. Malgré son état, ses fractures, l'hémorragie interne, elle continue à faire des abdos. Alors oui, c'est de plus en plus difficile, elle en fait de moins en moins, mais elle en fait. Par contre, son état continue tellement de s'aggraver que maintenant, elle est prise d'hallucinations. Taz, lui, est toujours là, il ne la quitte pas. Par contre, elle raconte qu'à partir de cette deuxième nuit, il n'est pas couché contre elle, il est même un peu en recul, il est à quelques mètres d'elle, et il la regarde, et elle voit que son comportement n'est plus le même. Elle sent et elle voit dans son regard qu'il est comme triste. Alors je ne vais pas m'écarter de l'histoire, mais on sait que les animaux comprennent les choses et sentent le danger, etc. Cette deuxième nuit sera donc encore plus difficile que la première. Elle est gelée, elle commence même à avoir des engelures aux pieds. C'est ce qui la sauve parce que les températures sont tellement froides que le corps, pour fonctionner, ralentit tout. Il baisse même la tension artérielle, ce qui ralentit du coup l'hémorragie interne. Et là, forcément, je vous renvoie à la vidéo sur le cas d'Anna Bagenholm, qui est restée en arrêt cardiaque pendant 3 heures, mais qui a été sauvée en fait parce qu'elle était littéralement coincée sous la glace en état d'hypothermie. Troisième jour, Taz est toujours à ses côtés, Daniel est toujours en vie, alors clairement c'est incroyable au vu de son état, au vu de ses blessures. Par contre, elle a perdu 3 litres de sang en tout depuis le début, mais ça reste toujours une hémorragie interne, donc au niveau de son ventre, ça gonfle de plus en plus. Elle est de plus en plus faible, vraiment dans un sale état, elle va essayer encore de ramper pour se sortir de là. Et alors là pareil, je vais rentrer un peu dans les détails, mais c'est important pour bien comprendre la situation. Donc quand elle dort sur le dos, et pour ramper, c'est sur le ventre. Donc à chaque fois, elle doit se tourner avec son bassin complètement éclaté. Franchement, c'est une douleur qu'on ne peut pas imaginer, et à chaque fois, elle hurle de douleur. À cet instant, par contre, enfin, au poste de police, les recherches commencent. Voilà ce qui s'est passé. Sa famille et ses amis ont alerté la veille, car ils n'ont plus de nouvelles d'elle depuis 2 jours. Ils ont donc signalé sa disparition. Les officiers de police se rendent au domicile de Daniel, et là-bas, rien. Pourtant, les lumières sont allumées, les PC sont allumés également, les volets sont ouverts, mais aucune trace de la jeune femme. Ils voient qu'il n'y a pas eu d'activité depuis plusieurs jours, et ils la connaissent en tant que sportive de haut niveau, puisqu'elle est originaire de là-bas. Ah là, c'est une personnalité un peu publique, connue. Donc, les officiers de police savent plus ou moins où elle a l'habitude de s'entraîner. Donc, un officier décide d'aller chercher aux alentours du canyon pour voir s'il pourrait trouver quelque chose. Pendant ce temps-là, elle, Daniel, continue de ramper, mais de plus en plus difficilement.
Elle a même du mal maintenant à respirer, elle ne voit presque plus, tout devient flou autour d'elle et sans grande surprise, au bout d'un moment, elle ne peut plus du tout avancer. Alors, elle fait le choix de retourner en arrière, là où il y avait la mini flaque d'eau, ce qu'on peut comprendre, mais ça va lui prendre 3 heures de plus. Durant tout ce temps encore, Taz est là, il ne l'a jamais quitté et il continuait sans cesse à faire ses allers-retours comme s'il cherchait de l'aide et quand il revenait vers elle, il lui léchait le visage avant de repartir à nouveau. Et elle explique qu'il a vraiment fait ça tout le long, là, depuis 3 jours, même si lui non plus n'avait rien mangé. Donc j'imagine qu'il devait être aussi affaibli. Maintenant, donc problème, Danielle n'a plus du tout la force, elle reste au niveau du nid de poule et elle attend la mort, c'est ce qu'elle explique, elle se sait perdue, pour elle maintenant il n'y a plus d'espoir. At that point, and I had lost hope that anybody would find me. C'est l'officier Greg qui finit par retrouver le pick-up de Daniel. Enfin, des recherches sont lancées. Il n'y a plus aucun doute maintenant, Daniel est là, quelque part. 1 heure plus tard, les équipes de recherche arrivent sur les lieux et parmi eux, il y a John Marshall. C'est son jour de garde, en gros, c'est lui qui va gérer l'équipe de recherche. Et John connaît Daniel. C'est un ambulancier de métier et il l'a déjà rencontré lors de raids dans le désert. C'est lui qui gérait les checkpoints pour les coureurs. Et quand Daniel arrivait, là où la majorité des coureurs prenaient une perf pour se réhydrater, Daniel, elle prenait juste un verre d'eau et elle repartait. Donc il sait que c'est une femme avec un mental d'acier et il raconte aussi qu'une fois, elle avait plein de cloques aux pieds et elle l'avait juste recouvert avec de l'adhésif. Donc pour lui, ça veut dire qu'elle a de très graves problèmes pour qu'elle ne puisse pas réussir à revenir vu tout ce qu'elle est capable d'endurer. Et il est permis également, du coup, de penser qu'elle est encore en vie. Par contre, la zone de recherche est immense, ça représente environ 32 km² et en plus dans un environnement très complexe avec surtout 3 jours qui sont passés. 51 heures, Daniel n'a plus la force ni mentale ni physique. Son seul espoir, c'est Taz. And I had lost hope that anybody would find me. Everything that I did and everything that I still wanted to do. And I thought about my family and my friends and how much they meant to me. And I thought I was going to die. I mean, I was dying with me, and he was all I had at that point. And I said to him, I said, Taz, I'm hurt, I need help. Can you go get help? Taz la regarde et puis s'en va. John scrute avec ses jumelles dans l'immensité du canyon pendant des heures et au bout d'un moment, il aperçoit un chien au loin qui court. Mais le chien est vraiment loin et en contrebas, mais il vient dans leur direction. Alors pour la suite, j'ai trouvé 2 versions, une qui dit que les secours ne savent pas du tout que c'est le chien de Daniel et une autre où apparemment ils savaient que c'était lui. En tout cas, dans les 2 cas, le comportement de Taz va alerter les secours car dès qu'il arrive vers eux, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il continue à tourner en rond, il jappe, il est un peu tout foufou, il ne se pose pas, il ne réclame pas à manger non plus. Il n'a pas vraiment en fait le comportement normal d'un chien qui sort de nulle part comme ça en plein canyon. Et Taz ne repart pas non plus, il reste autour d'eux vraiment tout speed à japper. C'est finalement un expert, un pisteur de montagne qui va partir en quad dans l'espoir de trouver des traces de la jeune femme et il finit par apercevoir des pas dans le sable qui semblent dater d'1 jour ou 2 et à côté des empreintes de pas, il y a des traces de pattes. Au bout d'un moment, Taz finit par repartir, il redescend dans le canyon d'où il est venu. Donc là, les officiers, ils comprennent, ils le suivent aux jumelles. Il faut vraiment se rendre compte que c'est très très loin. Donc John, qui est en haut avec les jumelles, lance un appel radio à l'homme qui est en bas, parti en quad, et lui demande de suivre le chien. Tout ça, ça se passe dans un laps de temps de plusieurs heures. Et il faut faire vite car la nuit approche et la météo a prévu de la neige, ce qui cette fois-ci serait fatal pour Daniel. Taz court toujours, le quad suit derrière, mais plus il s'enfonce dans le canyon et plus le sol devient impraticable, donc le quad est obligé de ralentir, perdant presque la trace du chien. D'ailleurs, ce dernier est déjà revenu vers Daniel, il lui lèche le visage, elle est encore en vie et elle raconte qu'elle voit que Taz est différent. Je vais faire à chaque fois, à cet endroit-là, j'ai envie de pleurer. Donc, je vais couper, essayer de le dire sans pleurer.
Il lui lèche le visage, elle est encore en vie et elle raconte qu'elle voit que Taz est différent. Il remue la queue. À cet instant, en fait, elle est très très loin d'imaginer la suite. Et puis enfin, elle finit par entendre le bruit de moteur au loin. Alors elle hurle de toutes ses forces. Danielle a passé 56 heures blessée dans un état très grave, hein, dans un canyon, dans le désert. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins ne comprennent pas comment elle est encore en vie vu la gravité de son hémorragie interne. Elle subira aussi une opération de 6 heures pour son bassin et les médecins ne se prononcent pas pour la suite car elle risque de ne plus pouvoir jamais remarcher tellement les blessures sont graves. Après des mois de rééducation, Danielle retrouve l'usage de ses jambes. Elle reprendra un peu les compétitions par la suite, puis elle donnera naissance à ses 2 garçons. Depuis 2008, écoutez bien, elle est à la tête de l'organisation du Moab Trail Marathon et vous savez quoi, le trajet de ce marathon est le même qu'elle a parcouru lorsqu'elle a eu son accident. En 2012, elle rejoint d'autres athlètes coureurs et intègre le Colorado Running Hall of Fame, qui est l'équivalent du Basketball Hall of Fame, donc c'est pas n'importe quoi. Par contre, Taz a quitté ce monde en mai 2020 à l'âge de 16 ans. Danielle a publié un post sur son compte Facebook pour lui rendre hommage, voilà. Voilà, j'espère que l'histoire de Taz et Danielle Balenji vous aura intéressé, même sous un format différent. Je l'ai trouvée très émouvante, hein. Ça s'est vu, j'ai eu les larmes à plusieurs reprises. Pour la chaîne, je ne sais pas comment je vais gérer la suite, je ne préfère pas m'avancer. En tout cas, merci à ceux qui sont toujours là et merci aux nouveaux venus. Je m'organise au jour le jour et parfois même le programme du jour change à la dernière minute malgré moi. Mais je persiste à croire que tout ça c'est pour une bonne raison. Voilà, donc de toute façon je vous tiendrai au courant dans l'onglet communauté. Je vous laisse donc ici, on se retrouve bientôt, je l'espère. Prenez soin de vous surtout. Salut.